L'échiquier international, bienvenue à vous. Raza, plus de 600 jours de massacres, de famine, bien sûr. Bref, un carnage sans entrave, un génocide qui n'épargne personne jusqu'à s'attaquer aux enfants à naître. C'est la journaliste palestinienne Nour El Assi, basée à Raza, dans une chronique qui évoque que la grossesse à Raza est un pari risqué et elle parle d'un authentique effacement biologique. Néanmoins, le Qatar, de son côté, organise aujourd'hui des pourparlers en vue d'aboutir à un cessez-le-feu. On en verra les conclusions finales. En attendant, difficile d'être confiant, qu'on se le dise. 700 Palestiniens ont été exécutés rien que ces derniers jours lors de la distribution de farine au sein de la zone de Zikim, au nord de l'enclave. En tout, l'entité sioniste aurait tué 377 000 Palestiniens à Raza depuis octobre 2023, d'après une étude publiée via le Harvard Dataverse. Mais encore, on parle d'une chute drastique de la population estimée à 2,5 millions avant le génocide, à environ 1,85 million aujourd'hui, ce qui fait dire à certaines personnes, comme notre journaliste du jour, que nous sommes face à un vrai tournant de l'humanité. A tout de suite pour en parler. Le génocide à Raza se poursuit, il est prouvé, détaillé, télévisé, comme auraient dit certains. Bref, l'humanité ne sera plus comme avant. En tout cas, c'est ce que nous dit notre invité du jour. Il s'agit de Candice Vanek. Bonsoir. Bonsoir Karim et merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors d'habitude on vous reçoit en tant que journaliste indépendante, mais ce soir on a voulu converser avec l'auteur, avec votre livre qui est sorti il y a à peu près, c'était vers le 9 juin je crois, qui s'intitule Gaza, le tournant de l'humanité en terre sacrée, qui est le titre donc de cet ouvrage. Alors première question toute simple, pourquoi avoir choisi ce titre ? Parce que en tout cas, de là où je suis, en Belgique, donc en Europe, en Occident, il y a, pour ceux qui ont la cause palestinienne à cœur, il y a un véritable choc d'un sentiment de renversement complet des valeurs, tout simplement parce qu'on est face à un génocide et ça fait extrêmement du bien d'être sur votre télévision et d'entendre enfin des chiffres qui collent un tout petit peu à la réalité, des chiffres qui sont connus. De l'ANSET avait déjà publié 2 études sur la question et qui montrent qu'on est face à un génocide et un génocide qui, en termes de chiffres, en termes de proportion de la population massacrée, dépasse déjà très certainement le génocide des Tutsis au Rwanda. Et alors ici en Europe, la façon dont on en parle dans les médias, la façon dont les hommes et les femmes politiques en parlent, c'est une négation d'un génocide en plus, mais ce qui est encore davantage choquant, c'est qu'il y a un soutien inconditionnel aux génocidaires. Il y a quelques voix critiques ici ou là, mais d'une façon majoritaire, on voit que c'est patouche à Israël qui a le droit de se défendre, alors qu'on sait très bien que voilà, cette notion de droit de se défendre ne vaut pas pour un État qui occupe une population colonisée. Donc voilà, c'est ce sentiment de renversement des valeurs qui m'a amené à écrire ce livre, et je pense effectivement que ce qui se passe à Gaza est un tournant parce que ça correspond à un moment où on voit très bien que ce soit au niveau de la crise écologique et d'autres facteurs, il y a un manque de respect tout simplement donc des vies humaines, du vivant en général, et on n'a jamais été aussi loin dans l'abject, en fait, dans la manière dont une guerre, un génocide a pu être traité donc dans les médias et par les politiques ici. Donc voilà, on est un peu à une croisée des chemins en tant qu'humanité, et c'est ce que j'ai voulu analyser et détailler dans ce livre en faisant appel voilà à des domaines issus de la sociologie, l'anthropologie, la psychologie pour voir comment est-ce qu'on en est arrivé là, parce que il y a beaucoup de questions qui ne sont pas traitées donc dans des bouquins qui se concentrent uniquement sur l'aspect géopolitique. Et un peu de spiritualité, il est question un peu de spiritualité à votre manière, au sujet, donc je rappelle le titre, Gaza, le tournant de l'humanité en terre sacrée, qui est le titre de votre ouvrage, et vous dites que Gaza représenterait une forme de délitement généralisé. Gaza serait également l'endroit où l'humanité aurait oublié son unité.
Oui, tout à fait. C'est quelque chose qui remonte donc à très très longtemps. Pour moi, il y a vraiment deux étapes clés. Tout d'abord, donc il y a 5000 ans, parce qu'il y a 5000 ans, on passe à de nouveaux systèmes au niveau organisation des sociétés où les populations sont de plus en plus coupées effectivement non seulement du vivant, de la terre, mais aussi des hommes et des femmes, et il y a cette notion de peuple qui commence à se construire petit à petit, et c'est à partir de ce moment qu'on voit aussi apparaître les premières grandes guerres. Enfin, les historiens attestent l'existence de charniers à partir de ce moment-là. Donc voilà, c'est quelque chose que je détaille dans mon livre. Et aussi l'autre grand moment, c'est, disons que ce cycle de la division pour moi a vraiment été porté à son summum par l'Europe au moment, donc il y a 500 ans, des débuts de la colonisation, où il y a vraiment voilà cette logique de domination, de prédation de terres dont voilà les Vous le, Européens n'étaient vous pas le, issus. vous le dites dans votre ouvrage, hein, le sort de l'humanité et plus largement de l'ensemble du vivant est intrinsèquement lié à celui qui sera réservé aux Palestiniens et aux Palestiniennes au cours des prochaines années. À vous lire, Candice, à vous lire, le sort de l'humanité est promis à de noirs desseins, voire au déclin. On sent quand même une teneur, pas pessimiste, mais en tout cas, vous êtes très inquiète. Je crois qu'on peut tous l'être extrêmement face à ce qui se passe, et on ne voit pas la fin. C'est ça qui est absolument désastreux. Maintenant, je crois qu'on est dans une période extrêmement noire, mais l'humanité a connu des périodes très noires, et c'est à ce moment-là qu'il y a de véritables renouveaux qui parviennent à émerger. J'espère qu'effectivement, on se situe dans un de ces moments comme ça, et que on va pouvoir en sortir. Il y a, c'est quelque chose que je développe aussi, il y a des pistes, des gens qui réfléchissent, parce que là, ce qu'on nous propose donc, au niveau de ceux qui malheureusement dirigent le monde, comme seule solution dont tout le monde parle chaque fois donc, pour cet endroit du monde, c'est la solution à deux États. Or, c'est précisément une solution qui est basée sur la logique qui a mené au désastre actuel, c'est-à-dire la logique des États-nations avec des peuples qui sont ethniquement purs, donc qui parlent la même langue, qui ont la même... donc c'est vraiment le modèle occidental, alors que la seule solution, ce sera, qui pourrait être vivable là-bas, c'est une solution à un État, mais uniquement si la justice peut être rendue, parce qu'il est évidemment hors de question de pouvoir imaginer une cohabitation tant que les génocidaires n'auront pas été traînés devant la justice. Et il y a des choses qui bougent aussi ici, hein, on le voit On va au en parler. niveau... Oui. La Palestine et les Gazaouis particulièrement sont une forme de symptôme, de vecteur, de symbole de la situation politico-spirituelle du monde. Ils seraient une espèce de peuple témoin du délitement mondial. C'est ce qu'avait dit par exemple Israël Adam Shamir en disant que les Palestiniens sont ceux qui ont vu le Christ à l'époque. Donc c'était un peu le vecteur cosmique du monde, en tout cas s'il est présent comme ça. Je vois un espèce de parallèle avec ce que vous dites dans ce que vous écrivez dans votre livre en disant que les Palestiniens sont un peu la température de ce monde bouillonnant, ce monde qui va vers le déclin tout simplement. Pour moi, il y a une notion qui est fondamentale, c'est qu'en fait, on est dans une situation d'oubli de l'humanité, en fait, de sa propre unité, et on est face à quelque chose qui est presque du ressort du mythe, parce que donc vous citez cet auteur qui parle donc des Palestiniens qui étaient là à l'époque du Christ, mais en fait c'est une seule et même population qui a été juive, qui a été chrétienne et puis qui s'est convertie à l'islam en grande majorité. Et c'est là où on est presque dans le registre du mythe, c'est-à-dire que cette population est oppressée par ceux-là même qui se revendiquent justement de la mémoire des Judéens de l'Antiquité, alors que quand on lit Shlomo Sand, on voit bien que dans les faits historiques, la grande majorité des sionistes qui ont colonisé la Palestine, eh bien, c'est des Européens qui se sont convertis au judaïsme et qui ont justement en Europe été persécutés en tant que groupe qui a été
considérés comme l'autre, comme l'étranger, parce que c'est un groupe voilà qui se revendiquait donc de cette appartenance à une tribu biblique, alors que historiquement ce n'était pas le cas, mais donc ils ont été considérés comme étrangers pour cette raison, et donc ont subi des persécutions que maintenant, et depuis maintenant plus d'un siècle, ils font eux-mêmes subir aux Palestiniens. Donc c'est vraiment, on voit qu'il y a une histoire du cycle bourreau-victime qu'on retrouve hélas dans les histoires humaines individuelles, où dès qu'il y a un rapport de force qui change, si le traumatisme, et ici on est au stade du traumatisme collectif, n'a pas été traité, expurgé, eh bien, il y a une répétition qui se fait de la pire des manières, et c'est ce à quoi on est en train d'assister. Donc ce que vous dites au fond, c'est que l'Europe aussi, avec sa complicité dans le génocide d'Arasa, je dis ça puisque l'accord d'association entre l'Union européenne et l'entité sioniste sur fond de génocide est encore acté, mais pensez-vous que l'Europe, d'une certaine manière, tente de se déculpabiliser par rapport au sort des Juifs avec la collaboration durant la Seconde Guerre mondiale, en laissant les Palestiniens se faire massacrer, on va le dire tout simplement, se massacrer dont les coupables seraient les victimes d'hier, si au fond c'est ce que vous dites. Alors que les Palestiniens, on n'a pas besoin d'être inférieur en histoire pour le savoir et pour le dire, les Palestiniens n'ont joué aucun rôle dans le sort de la population européenne durant les massacres de la Deuxième Guerre mondiale. Non, tout à fait. Et alors, ce qui se passe vraiment, effectivement, c'est une manière de se déculpabiliser. Et alors, par rapport à ce traumatisme collectif des Européens juifs, qui aurait pu suivre un cycle comme tout traumatisme collectif de résorption qui aurait pu commencer à se faire, en tout cas ici sur le sol en Occident. Ça n'a pas été le cas parce qu'ils ont vraiment été maintenus donc dans ce traumatisme. Ça ne pouvait pas être dépassé parce que l'Occident avait véritablement un intérêt là-dedans, parce que je pense, en tout cas c'est une théorie que je développe dans mon livre, en faisant preuve d'une culpabilité et d'une capacité à reconnaître ses erreurs par rapport au génocide juif, et il n'y avait pas le choix parce que ça s'est passé en Europe, parce qu'aussi c'était pour la plupart des Blancs qui ont été génocidés, donc il y avait cette identification qui a pu se faire après le génocide des gens ici qui ont réalisé que c'était leurs semblables qu'on avait massacrés. Il y a aussi le fait que pour l'Occident, en faisant preuve d'une contrition irréprochable par rapport à ce génocide, finalement, se décharge de la responsabilité d'avoir à reconnaître les autres crimes, ceux-ci liés à la colonisation. Or, et ça, on commence depuis ça en plus à en parler, le génocide juif, finalement, ça a été l'aboutissement de la pensée raciste, ça on le sait, mais le colonialisme est un racisme, et donc il y avait déjà eu un génocide qui avait été commis par les Allemands au début du XXe siècle en Namibie. Donc il y a les Nama et les Herero qui ont été massacrés à hauteur de 80 et 50%, donc génocide total. Et l'aboutissement final, ça a été le génocide juif. Mais ça, on le voit très bien, les États occidentaux n'arrivent toujours pas à reconnaître cette responsabilité-là, parce que c'est vraiment remettre en question donc comment l'Europe, l'Occident a pu s'enrichir. C'est aussi prendre les risques d'ouvrir peut-être un jour la voie à des réparations financières. Donc, je pense qu'il y a aussi de ça, du fait de surinvestir une culpabilité d'un côté, en ne voulant rien reconnaître de l'autre côté, mais avec ce surinvestissement dans la culpabilité, les Juifs ici n'ont pas pu dépasser ce traumatisme collectif, et d'un autre côté, il y avait Israël qui continuait à appuyer sur ce bouton avec ce mythe de Israël, la seule terre où les Juifs sont en sécurité. On voit très bien ce qu'il en est aujourd'hui. Il y a un autre auteur, on va convoquer un autre auteur, il s'agit de Norman Finkelstein, dont les grands-parents ont été déportés, qui dit que tout simplement que l'entité sioniste a développé une espèce de rente par rapport aux exactions et au massacre de la population juive de la Deuxième Guerre mondiale, et que cette rente a servi à certains sionistes qui n'ont pas été touchés globalement par le génocide. Quand on voit par exemple des juifs d'Amérique, des juifs d'Afrique du Nord qui veulent être les garants ou les défenseurs de cette mémoire,
alors qu'eux-mêmes, pendant la Deuxième Guerre mondiale, étaient en train de s'enrichir en Afrique, ou en tout cas en Algérie. On voit quand même, il y a une espèce de... C'est spécieux comme méthode et comme approche, c'est presque de l'imposture. Oui, mais déjà quand on voit ce qui s'est passé donc dans les pays du Maghreb au cours du 19e siècle, début du 20e siècle, où il y a vraiment eu une incursion de la France, du Royaume-Uni, pour qui avait des velléités coloniales sur ces pays, les Juifs ont été instrumentalisés. Donc évidemment, les Juifs donc dans les pays du Maghreb ne subissaient pas le même traitement qu'en Europe, car à cette époque-là, on était à l'époque des pogroms, déjà des persécutions des Juifs en Europe. C'était peut-être pas une situation idyllique pour eux dans le Maghreb, mais c'était pas comparable à ce qui se passait en Europe. Et c'est vrai que donc autant les Juifs ici étaient persécutés, mais en même temps il y avait une partie qui avait quand même réussi à avoir un certain statut et qui a voulu sauver donc les Juifs du Maghreb, mais ce faisant a créé une scission au sein de la population qui a mis donc les Juifs arabes en difficulté. Donc effectivement, là il y a coupure par rapport à l'histoire et je vais vous laisser poser votre question. Non, Candice Vanneke, vous disiez que les Juifs ne subissaient pas le même sort. Les Juifs au Maghreb et les Juifs en Europe ne subissaient pas le même sort, sauf qu'en Algérie, il y a eu ce qu'on appelle le décret Crémieux en 1870, et les Juifs avaient une forme de super droit comparé au code de l'indigénat. Ça veut dire ce que ça veut dire. Donc les Algériens, en fait, n'existaient pas comparés aux droits qu'on donnait aux Juifs. Mais il ne faut pas aussi mettre tous les Juifs dans le même sac, puisque certains ont aussi contribué, certains dénoncent le génocide en Palestine, certains ont aussi joué un rôle, entre guillemets, de juste. Mais parlons d'autre chose, si vous voulez bien. Francesca Albanese, rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les territoires palestiniens occupés, le dit, il est temps d'imposer un embargo sur les armes à l'entité sioniste et de mettre fin aux accords commerciaux. Bien sûr, elle a été traitée d'antisémite, on a remis en cause ses diplômes, sa formation, tout comme le procureur de la CPI, Karim Khan, à l'époque. On lui a mis sur le dos une affaire de mœurs, vous en parliez un peu tout à l'heure. On est familier avec ce schéma. Toute personne qui ose toucher à l'impunité sioniste se retrouve attaquée, salie, diffamée, discréditée. On veut museler la justice. Quand on regarde cette situation de ce côté au Maghreb ou en Afrique ou ailleurs, on dit que l'Europe est complètement muselée par rapport à ces questions. Oui, l'Europe actuellement est muselée, c'est vrai. Maintenant, Je parle de l'impunité de oui. l'entité sioniste. Hein. Non, non, c'est certain. Au niveau des médias, au niveau des instances politiques, il y a un véritable problème. Mais maintenant, quand on voit au niveau des populations, enfin, moi je vis à Bruxelles. Il y a quoi? C'était il y a 2-3 semaines. On a une manifestation qui a réuni 110 000 personnes dans la rue. Pour vous dire, moi dans mon pays, je veux dire, c'est la plus grande manifestation qui a pu y avoir. La précédente, c'était il y a 30 ans, qui avait réuni 100 000 personnes pour une histoire très très importante au niveau de l'État. On n'a jamais vu ça. Donc maintenant, il y a tout le monde dans la rue et toutes les nationalités, Vous me tendez une perche parce que c'est vrai que je voulais rendre hommage à votre pays. Il y a une exception belge concernant la question palestinienne, c'est vrai. Une plainte, par exemple, pour crime de guerre a été déposée en Belgique contre l'attaché militaire sioniste à l'époque. Une plainte donc déposée par la fondation Hind Rajab, nommée ainsi en hommage à une fillette assassinée par l'armée sioniste. La fondation en question est basée à Bruxelles. Cette fondation a déposé près de 100 plaintes dans 14 pays pour juger des soldats et officiers sionistes avec une autre nationalité européenne, donc, qui seraient impliqués dans les atrocités à Gaza. Il y aurait, à l'heure où on parle, 100 plaintes et plus de 8000 preuves sur 14 pays. La Belgique est en première ligne de ce mouvement qui prend de l'ampleur et qui inquiète les criminels de guerre sionistes. Oui, alors là, on parle bien de citoyens qui passent vraiment à l'action, donc avec la fondation Hind Rajab, et qui font un travail extraordinaire de collecte de preuves contre les soldats qui participent au génocide à Gaza, contre les dignitaires militaires qui donnent les ordres. Maintenant, au niveau du gouvernement, malheureusement, on a un nouveau gouvernement depuis quelques mois
qui est beaucoup plus problématique par rapport à son soutien à Israël. Mais donc, de toute façon, je crois qu'au niveau de ce que peuvent faire les gens, c'est quelque chose qui est en train de monter en puissance et la fondation INRAJAP en est vraiment le meilleur exemple de comment de simples citoyens peuvent s'organiser pour collecter des preuves avec des avocats sur le côté qui préparent des dossiers. C'est un boulot absolument phénoménal et essentiel qui est en train d'être fait. Donc on voit vraiment qu'au niveau de la justice internationale, eh bien il y a des États comme l'Afrique du Sud, l'Algérie qui a aussi pris des positions tout à fait louables qui avance donc pour que justice soit rendue tôt ou tard pour les Palestiniens, parce que moi je suis convaincue qu'on en viendra. Et à côté de ça, oui, il y a des citoyens ici en Europe qui se mobilisent énormément. Au niveau des syndicats aussi, il faut souligner donc tous les syndicats qui ont pu s'organiser pour tenter, parfois avec succès, parfois avec moins de succès, de bloquer donc des acheminements d'armes vers Israël. Je crois qu'il y a énormément de choses qui peuvent être faites, et aussi au niveau du boycott, bien sûr. On se rappelle aussi de l'affaire du ministre de la diaspora sioniste qui avait menacé publiquement d'attentat contre le président de la fondation Hinda Rajab. Ça démontre que cette fondation fait peur aux colonisateurs. Les autorités belges, au départ, n'avaient pas condamné les menaces du ministre sioniste, mais plus tard, avant qu'un voyage soit programmé en Belgique, les autorités belges, les autorités judiciaires ont fait savoir que le ministre en question pourrait se faire arrêter une fois que le sol belge serait foulé. Cela contraste avec la France qui s'est empressée, elle, de souligner qu'elle n'interpellerait pas Netanyahou si l'envie lui disait de venir en France. On voit quand même un contraste. Il y a un particularisme belge sur ces questions-là. C'était effectivement le dernier moment, je dirais, de la précédente législature qui permettait encore ce type de positionnement. Voilà, par la suite, le président de la fondation Hind Rajab a été encore menacé cette fois par l'ambassadrice d'Israël en Belgique, qui a fait des allusions à la possibilité qu'il pourrait peut-être lui arriver malheur sur un média belge. Et ça n'a pas prêté lieu donc à des réactions au niveau de l'État, ce qui est excessivement grave parce qu'on parle quand même d'un citoyen belge. C'est au minimum cette ambassadrice aurait dû être convoquée par le ministre des Affaires étrangères. Mais on n'en est pas effectivement peut-être à une situation aussi grave qu'en France. Bon, par exemple, en Belgique, tout récemment, il y a un chroniqueur qui avait prétendu qu'on pouvait trouver des crêpes au Nutella à Gaza. Bon, pour vous dire comment certains se laissent aller dans les médias, mais ça, vous voyez très bien ce qui se passe en France. Eh bien, il a été licencié et la direction, donc, et les journalistes de cette chaîne ont présenté leurs excuses et garanti que ce chroniqueur ne reviendrait plus. C'est quelque chose qu'on ne voit pas du tout en France, où en France, on a des épisodes absolument hallucinants où on justifie qu'on tire sur une population affamée qui vient chercher à manger en prétendant que les soldats israéliens n'ont pas d'autre moyen de communiquer avec la population qu'en faisant usage de leurs armes. Et ça, c'est véridique, c'est un extrait qui est passé sur une chaîne française. Qu'est-ce qui se passe selon vous? Pourquoi est-ce qu'on en est là? Pourquoi est-ce que certains sont muselés, tandis que d'autres, encore les Belges, hein, c'est vraiment une exception, même par rapport à l'Angleterre. La BBC, certains journalistes se sont plaints par rapport à une ligne éditoriale qui a été imposée durant 2 ans par rapport au traitement des questions du génocide. Les journalistes de la BBC commencent à se plaindre. Il y a quand même des micro-mouvements de journalistes, de citoyens, mais c'est encore très timide. La Belgique, elle, c'est vraiment une direction. Vous avez parlé de cette chaîne qui a présenté ses excuses et qui a dit que le chroniqueur en question, on ne le verrait pas de sitôt. C'est vraiment exceptionnel, assez exceptionnel en tout cas pour le souligner. Comment vous l'expliquez? Comment vous expliquez ce particularisme belge? Moi, je pense que, voilà, quand je vous disais, on a eu une manifestation de 110 000 personnes et qu'on n'avait plus vu ça depuis plus de 30 ans en Belgique. Donc, il y a aussi des responsables au niveau des médias, peut-être des hommes politiques aussi, qui commencent à réfléchir et de se dire que ce n'est plus dans leur intérêt de
soutenir de manière manifeste, parce que la chaîne en question avait quand même été loin précédemment, enfin donnait dans le même registre que la chaîne française CNews. Donc je pense vraiment que la population belge a pu avoir un effet et montrer on est là, on n'accepte plus, on en est presque à 2 ans de génocide et malgré ce que nous racontent certains médias, on voit ce qu'il en est. Candice Vanek, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes journaliste indépendante, mais surtout auteur. Merci d'avoir échangé avec nous ce soir à Al24. Je vous dis à très bientôt. Merci de nous avoir suivis, chers téléspectateurs. Bonne suite des programmes sur Al24 News et je vous dis à demain.